débat sur la Constitution suit son cours normal. Les voix continuent de se faire entendre du côté de la majorité présidentielle comme du côté de l'opposition. Les points de vue demeurent radicalement opposés. Oui, pour le PCT et quelques partis politiques et une partie de la société civile, non pour l'opposition et quelques plateformes politiques. Alors, quelle alternative? Comment trancher ces points de vue? D'aucuns proposent le référendum, le dialogue comme le président l'a dit le 31 décembre dernier. D'autres, comme l'opposition, pensent qu'il faut mobiliser la population pour empêcher le président Sassou, s'il a l'intention, bien sûr, de changer cette constitution du 20 janvier 2002. Alors, quelle issue? Voilà la problématique qui constitue l'ossature de ce plateau spécial que nous consacrons à ce débat sur le changement ou non de la Constitution du 20 janvier 2002. Sur ce plateau, je reçois des confrères. William Moko de DRTV, bonsoir. Bonsoir. Nathalie Foundou de Télé Congo, bonsoir. Bonsoir. Léo Batimba de Paris, bonsoir. Bonsoir. Face à nous, Alain Akola Tipo, membre du gouvernement, ministre des zones économiques spéciales, membre du Parti congolais du travail. Il est l'une des personnalités au Congo qui réclamait le changement de cette constitution du 20 janvier 2002. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir et merci de me recevoir. Alors, dites-nous, nous parlons de la constitution aujourd'hui, le PCT, nous connaissons sa position. Les voix continuent de se lever. Il y a depuis quelques jours des partis politiques qui naissent comme des champignons et qui, pour la plupart, sont contre le changement. Est-ce que le PCT ne regrette pas sa décision aujourd'hui? Ah non, pas du tout. Le PCT ne regrette pas sa position. Le Parti congolais du travail a fait preuve d'esprit de responsabilité historique. Après avoir quand même connu dans ce pays, on va dire, la gestion de l'État, à l'époque du parti unique, la conférence nationale, donc la perte du pouvoir, en acceptant que les élections démocratiques puissent avoir lieu dans ce pays, en ayant connu l'ostracisme, la persécution, ensuite ce qui nous a conduit aux différentes crises que nous avons connues depuis 1997 et le retour aux affaires. Et je pense que fort de ce passé, eh bien, le Parti congolais du travail a pris la bonne décision qui est attendue, je crois, par le pays réel et le peuple profond. Oui, effectivement, monsieur le ministre, aujourd'hui, les citoyens congolais veulent savoir changer ou refuser la Constitution. Qu'est-ce qui est bon pour les citoyens congolais? Qu'est-ce que les citoyens congolais vont bénéficier de bon ou de mauvais en changeant ou en refusant cette Constitution? Aujourd'hui, parce qu'on constate que la plupart des hommes politiques se jettent dans ce débat pour leurs propres intérêts. Mais que gagne le peuple dans tout ça? C'est ce qu'on croit, c'est ce qu'on croit, non. Pourquoi doit-on changer? Vous savez... Surtout pour le bien-être des citoyens. Justement, vous savez, en quelques mots, la Constitution de 2002, nous savons tous dans quel contexte celle-ci a été débattue et adoptée. Mais souvent, lorsque les tragédies sont derrière nous, eh bien, c'est normal, on a un peu la mémoire courte, vous comprenez, et on oublie les contextes. Est-il besoin de rappeler quand même que notre pays était proche de sa balkanisation? Est-il besoin de rappeler qu'on était incapable d'aller du nord au sud de Brazzaville? Est-il besoin de rappeler que des quartiers tels que Diata, Moutabala, etc., pendant 5 ans, n'avaient jamais payé l'eau et l'électricité? On ne pouvait pas accéder à ces quartiers parce qu'on avait dit que c'était la petite Suisse. Est-il besoin de rappeler que la Main Bleue était un port privé et qu'il y avait là-bas des milices privées? Est-il besoin de rappeler qu'il y avait des prisons privées, etc., et des personnes qui ont été torturées, y compris l'un de vos confrères, Adrien Royer, et j'en passe. Donc, fort de tout cela, quand même, l'origine de ces différentes situations de crise ont eu lieu à quel moment? On a eu dans ce pays en 92 un scrutin magnifique, une alternance extraordinaire lorsque le président Lissouba arrive au pouvoir. Ce sera donc beaucoup plus jeune que moi, mais on était fiers d'être Congolais. Lorsqu'à un moment donné, on a mis en exergue l'alternance qui a eu lieu au Sénégal entre Abdou Diouf et le président Wade, mais je me suis dit non, nous avions à l'époque non seulement fait la conférence nationale la plus virulente, la plus violente, la plus longue de l'histoire de l'Afrique, et eu une alternance qui était magnifique. Une des mieux réussies d'ailleurs. Voilà, tout le monde à ce moment-là avait manifesté. Ceux qui avaient gagné les élections, avant d'emmener le président Pascal Lissouba au palais, le président Sassou avait fait sa passation de service, passation de pouvoir, et ses partisans l'ont emmené en chantant jusqu'à Mpila. Et qu'est-ce qui s'est passé après quelque temps? La fusillade du rond-point du CCF, interprétation des articles de la Constitution, etc. Donc, lorsqu'on a quand même ça en mémoire, eh bien, le premier bénéfice
d'un pays, c'est sa stabilité politique, c'est la paix qu'il y a dans le pays. Parce que je fais partie de ceux dont les parents ont vécu la guerre de 59. Et je ne pense pas que mon père rêvait qu'un jour, le fils que j'allais naître allait connaître la guerre de 93, celle de 97, ainsi de suite. Et je pense que vous avez tous des enfants. Eh bien, quel avenir, quel pays voulons-nous pour nos enfants? Est-ce que nous voulons un pays dont les enfants vivront ce que nous avons vécu? Je pense que non. Donc, lorsqu'on fait la politique, on va dire au sens noble du terme, eh bien, c'est à des moments précis de l'histoire, il faut s'interroger. Qu'est-ce que nous voulons faire pour notre pays? Et c'est ce que le PCT, en toute responsabilité, a fait. Et les autres, c'est leur droit de dire qu'ils ne sont pas d'accord. Mais lorsqu'on dit qu'on n'est pas d'accord, eh bien, il faut, comment dirais-je, avancer des arguments, aller au-delà. Vous savez, faire de la politique, ce n'est pas être dans une espèce d'amphithéâtre, dans une clinique juridique, faire du juridisme à tout prix. Non, la paix, la vie est plus forte que toutes les lois, est plus forte que toutes les règles au monde. Alors, Monsieur le ministre, l'un de vos arguments, vous, parti au pouvoir, grâce à cette constitution, la paix a été acquise au Congo. Pensez-vous que pour pérenniser cette paix, il faut à tout prix changer l'actuelle constitution? Eh bien, il faut aller au-delà, justement. Est-ce que ce n'est pas le contraire? En voulant la changer, vous allez troubler la paix? Pas du tout. Il faut aller au-delà maintenant. Il faut aller au-delà. Et le Parti congolais du travail a réfléchi. Parmi les différents, si vous voulez, éléments qui pourraient constituer les termes de référence d'une discussion avec les autres partis frères de l'opposition, parce que nous sommes tous des Congolais, eh bien, le Parti congolais du travail, grâce à l'exercice du pouvoir, pense que la Constitution de 2002, qui voulait absolument ramener le pays dans son unicité, ramener la réconciliation, parce qu'il faut quand même savoir que dans la dynamique qui a précédé cette Constitution, il y a eu un dialogue qui a été organisé dans ce pays. Et on a vu, eh bien, on ne va pas les citer, M. Bongwanza, Mme Mounari, Pierre-Michel Guimbi, toutes ces personnes qui étaient, entre guillemets, de l'autre côté, revenir dans le pays. C'est parce qu'à un moment donné, il y a une sorte de génie. À partir de là, on n'a pas dit que non, il y a une loi des vainqueurs et qu'on n'a pas le droit de faire venir ceux qui hier étaient des adversaires. Vous voyez? Donc toute loi n'est pas au-dessus de la vie, n'est pas au-dessus de l'avenir du pays. Donc au nom de cet avenir, au nom de la vie du pays, il y a eu ce dialogue. Vous comprenez? Et à partir de là, on se rend compte que le pays, on l'a évité de la balkanisation. On a mis en place cette constitution qui était dans une espèce de régime présidentiel ou présidentialiste fort. Et on constate les limites, en toute responsabilité, de ce régime. C'est qu'à un moment donné, il y a un déséquilibre entre ceux qui représentent le peuple, c'est-à-dire les députés, et puis le gouvernement. Il n'y a que deux types, si vous voulez, de personnes ou de personnalités ou de catégories d'acteurs politiques qui sont élus au suffrage universel. C'est le président de la République et les parlements. Les ministres sont nommés. Donc on a le sentiment à un moment donné que le ministre qui est membre du gouvernement nommé, eh bien, a une espèce de regard un peu distant de ce qui est représentatif de la volonté du peuple. Un exemple. Donc voilà pourquoi au niveau du Parti congolais du travail, on pense qu'il faut aujourd'hui aller vers une espèce de rééquilibrage, justement, des institutions. Deuxième chose, après je vais vous laisser parler, deuxième chose, c'est de se dire, très bien, comment est-ce que les ministres pourraient avoir quand même un regard attentif à la position des députés? Comment est-ce que le député représentant le peuple peut à un moment donné, on va dire, exprimer une motion de défiance face à certains ministres qui auraient quelques carences, parce que ça existe quand même, hein, essentiellement du ressort du chef de l'État, eh bien qu'on soit capable d'émettre des motions de défiance face à certains ministres ou à l'ensemble, un ministre ou à quelques ministres. Pourquoi motion de défiance et non motion de censure? Parce que nous nous souvenons de ce qui s'est passé en 92 sur l'article 75. Donc, une histoire politique se construit en ayant à l'esprit ce qui s'est passé par le passé. Et donc, nous, ici au Congo et en Afrique, lorsque nous voulons effectivement, comment dirais-je, être des intellectuels, donc se donner une espèce de position supérieure par rapport aux autres, nous devons nous souvenir que quand vous avez certaines lectures de Jacques Attali, notamment les différents verbatims qu'il a écrits, vous vous rendez compte que François Mitterrand, à des moments clés de l'histoire, de la construction européenne, face à des crises potentielles avec l'Allemagne, remontait l'histoire de la France, allait lire l'histoire de la France pour dire dans tel cas de figure, Charlemagne avait pris telle décision.
Et pourquoi nous, on ne le ferait pas, nous, par rapport à notre histoire immédiate qui n'a que 50 années? Monsieur le ministre, Donc, une histoire qui est très jeune. Monsieur le ministre, vous venez de démontrer les lacunes, sinon les insuffisances de cette constitution du 20 janvier 2002 que tout le monde a décrié hier et que d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui on continue de la décrire. Seulement ceux qui s'opposent au changement de la constitution, la majorité, veulent du changement de la constitution, mais alors sans un homme, Denis Sassou Nguesso, et ils ne l'ont pas caché, c'est clair. Faisons une projection, cas de figure, admettant que ces opposants au changement de la constitution, tels qu'ils le disent aujourd'hui, nous ne voulons ni du référendum, ni du dialogue. Donc, nous voulons tout simplement qu'on applique la Constitution du 20 janvier 2002 et après ça, on verra ce qu'on pourra faire. Et qu'ils sont prêts à descendre dans la rue au cas où le PCT et le parti au pouvoir, le gouvernement, maintenaient son projet de changement de Constitution par voie référendaire, qui est d'ailleurs très démocratique. Qu'allez-vous faire? Qu'adviendrait-il? Que préconise le PCT? Bien, écoutez, le PCT est un parti responsable et qui, à un moment donné, a été, si vous voulez, dans des positions très difficiles par rapport à l'histoire immédiate de notre pays. Donc il est très bien placé pour le savoir. Mais un autre élément que j'ai oublié de compléter tout à l'heure, c'est améliorer la performance, si vous voulez, de la gouvernance publique. C'est-à-dire faire en sorte que l'action du gouvernement, et ça c'est dans tous les pays du monde, aux États-Unis, au Canada, etc., on met en place des architectures constitutionnelles ou institutionnelles pour permettre justement à ce que les populations se rendent compte que l'action du gouvernement se traduit par des faits concrets et réels sur le terrain. Ça, c'est une quête permanente. Et puis de l'autre côté, faire en sorte que le sentiment d'impunité, ou le fait qu'on assiste ici et là à des chantiers qui sont entamés, qui ne se terminent pas, où on pense même que certains cadres, certains DG, certains ministres seraient éventuellement des complices, eh bien il faut renforcer les prérogatives de la Cour des comptes. Voilà, donc stabilité politique, faire en sorte que nous ayons une gouvernance publique performante et lutter, si vous voulez, le mieux possible contre l'impunité et la corruption. Maintenant, ce que vous dites sur les partis de l'opposition qui voient à travers justement cette volonté du changement, la présence du président Denis Sassou Nguesso, je considère que c'est une erreur. C'est une erreur et c'est même une défaillance. Et c'est même une sorte d'aveu, si vous voulez, de faiblesse. Pas de faiblesse vis-à-vis du président Sassou, mais du faiblesse vis-à-vis de la réflexion prospective sur le plan politique. Voilà. Parce que comment peut-on dire, si on change, c'est pour le président Sassou. Le PCT dit, si nous voulons le changement de la Constitution, c'est par rapport à une analyse que nous avons faite. N'oubliez pas que c'est le plus vieux parti politique du Congo, qui a produit tous ceux qui sont aujourd'hui sur la scène politique nationale. Donc, il y a une capacité quand même de réflexion, de production, de réflexion des idées. Bien, si on pense aussi que dans cette volonté d'aller dans un débat, un dialogue, on n'est pas fermé à des contre-propositions, c'est ça la politique. Eh bien, on pense qu'il faut s'arc-bouter sur cette position. Ils n'en veulent pas du tout. Et faire une espèce de jusqu'au-boutisme, quitte à vouloir mettre, en guillemets, les jeunes dans la rue. Écoutez, vous savez, notre pays a trop souffert. Quoi que vous vouliez de la paix, pour faire la paix, il faut être deux. Il faut être deux, bien sûr. Comme pour faire la guerre, il faut être deux. Je suis d'accord avec vous, mais le PCT ne rentre pas dans cette logique conflictuelle. Parce que le PCT sait ce que c'est subir le conflit. Subir le conflit. Quelle serait son attitude? Savoir, le PCT fera en sorte qu'on n'arrive pas à cette extrémité. C'est-à-dire qu'en abandonnant cette idée de changement de la Constitution, non, on n'abandonne pas. Le débat. Cette Constitution juste là, Donc, on la paix dans le pays. En clair, ça veut dire que vous êtes en train d'imaginer qu'on ait un conflit dans le pays, c'est ça? Vous êtes en train de subodorer. Les voix conflictuelles ne se sont pas cachées, ils l'ont déclaré, ils disent on descendra dans la rue. Vous êtes en train Donc il faut prévoir le scénario. Vous êtes en train de subodorer que ceux qui sont en face ont déjà des schémas conflictuels. Ils l'ont dit. J'ose ne pas l'espérer. Mais s'ils l'ont dit, je souhaite que leur pensée ait été, leur parole était plus vite que leur pensée. D'accord. Mais cela dit, nous devons sortir, si vous voulez, de cette culture politique où il y a des égos surdimensionnés. Une culture politique de subversion, une culture politique de la surenchère. Il faut sortir de cela parce que notre pays a trop souffert de cela. Et si vous regardez bien, tous ces acteurs politiques, nous les connaissons, nous nous connaissons. Certains sont dans la vie politique depuis l'époque où j'avais l'âge de 4 ans,
mais ils ont plusieurs nationalités. Leurs enfants ne sont pas ici. Monsieur le ministre, vous êtes majoritaire. Pourquoi le PCT n'attend-il pas, après avoir réélu, je parle par rapport à votre positionnement aujourd'hui dans le pays, vous êtes une force par rapport à l'opposition. Pourquoi le PCT n'attend-il pas, après la réélection, en fait, l'élection d'un nouveau président, pour voir ce problème de la Constitution? Parce que le rendez-vous le plus important dans une année, c'est l'élection du nouveau président. Pourquoi n'attendrez-vous pas qu'on élise ce président pour dire, écoutez, nous sommes majoritaires, pensons à changer la Constitution? Pourquoi vous le faites? Voilà pourquoi l'opposition pense que vous le faites pour maintenir le président Sassou au pouvoir. Le PCT écoute le peuple profond. Le PCT a écouté le peuple, a écouté les fédérations. Vous voyez, on ne fait pas la politique in vitro. Mais l'opposition aussi écoute le peuple. Oui, mais l'opposition écoute le peuple. Mais j'aimerais bien, comment dirais-je, le moment de vérité, c'est quoi? C'est comme ce que vous êtes en train d'organiser ce soir. Qu'il y ait en face quelqu'un de l'opposition. Et que quelqu'un de la majorité soit là. Et que l'on débatte. Le respect du souverain primaire. Et puis, monsieur le ministre. Parce que, pardonnez-moi, si nous pensons que nous avons écouté le peuple, et que l'opposition dit également qu'ils ont écouté le peuple, alors allons au débat. Et on verra, sur le plan, justement, de la vox populis, eh bien, lesquels qui sont majoritaires. Une des voies les plus démocratiques. Bien sûr, ça ne sert à rien de dire qu'on va mettre les gens dans les rues. C'est un romantisme révolutionnaire désastreux. Vous savez, ce qui s'est passé au Burkina, je respecte ce processus historique, mais il y a quand même aujourd'hui 5000 chômeurs de plus du fait justement des destructions. Vous comprenez? Je ne vais pas revenir sur le coût des destructions que nous avons connues pendant la guerre. Lorsqu'on a incendié la cimenterie de l'UTT par les cocoyes, lorsqu'on a détruit le barrage Moukoukoulou, et vous imaginez les investissements que ça représentait, lorsqu'on a détruit les 5 ponts sur le chemin de fer. Il n'y a pas que l'opposition, la communauté internationale, l'ONU, Ban Ki-moon, au dernier sommet de l'Union africaine, a martelé sur le respect des constitutions. Hollande, vous le savez, ce qu'il dit depuis longtemps. Les États-Unis, dernièrement, il y a une représentante états-unienne qui a organisé une conférence de presse pour donner la position des États-Unis par rapport à cette problématique. Est-ce que tout cela ne peut pas vous faire courber, vous faire fléchir? Alors, dites-moi, est-ce que nous, en Afrique, au Congo, nous avons de la boue à la place du cerveau? Est-ce que nous avons de la boue à la place du cerveau? Est-ce que nous sommes des demeurés? Non. La communauté internationale, il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas être naïf. Cette communauté internationale devrait manger son chapeau lorsqu'on voit ce qui s'est passé en Libye, lorsqu'on voit ce qui s'est passé en Irak, lorsqu'on voit ce qui se passe en Syrie, lorsqu'on voit ce qui a failli se produire avec l'Iran, etc. Non. La communauté internationale elle-même n'a pas un fonctionnement démocratique. Quand vous voyez la manière dont certaines dispositions de la Charte des Nations Unies sont passées outre pour déclencher un certain nombre de conflits, où est la démocratie mondiale? Lorsque vous voyez que la réforme du Conseil de sécurité, que l'on attend depuis les années 90, que l'Allemagne et le Japon, ne sont pas des pays africains, attendent depuis 90, première guerre du Golfe, seconde guerre du Golfe, on n'arrive pas à la mettre en œuvre. Où est la démocratie au niveau de la planète? Non, ils ont leur point de vue, mais qui est sous-tendu par une réalité économique. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, l'Afrique est au cœur des convoitises internationales. Mais cela dit, cela ne doit pas nous dédouaner également de nos fautes, de nos erreurs au niveau de la gouvernance de nos États et qui servent de prétexte justement à ces dites grandes puissances pour mettre cela en exergue, mettre cela en relief et dire à notre jeunesse, voyez, vos gouvernants travaillent mal pour vous, il faut faire la révolution. Et évidemment, quand on a 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ans, on est tous passés par là, eh bien, on a envie de changer le monde. Et on pense qu'on peut le faire en manifestant. Mais on peut quand même savoir raison garder en se disant, qu'est-ce qu'il y a comme précédent historique? Analysons les faits. Est-ce que les révolutions ont marché? Je ne pense pas. Et que généralement, les révolutionnaires sont les derniers à profiter des révolutions. Effectivement, monsieur le ministre, d'aucuns pensent que si on changeait cette constitution, c'est pour que le pouvoir en place revienne toujours et peut-être pour favoriser M. Sassou Nguesso. Mais il s'avère que
Monsieur Sassou Nguesso, le président de la République, peut également décider de ne plus se présenter aux élections. Sûr. Parce que juste là, il ne s'est pas présenté. moment-là, Mais il alors, trahirait pourquoi le PCT? les gens... Pas du tout. Pourquoi tout le monde ne parle que de ça? Parce qu'aujourd'hui, monsieur le président peut également décider, il le dit, il peut également le dire qu'il ne va pas se présenter. Vous savez, le président Denis Sassou Nguesso est un géant de la politique africaine, de la politique mondiale. Et c'est un homme qui a vu arriver tout le personnel politique congolais. Tout le personnel politique congolais. C'est un homme qui s'est engagé à l'âge de 17 ans, qui a exprimé ses positions politiques à 17 ans. C'est un homme qui a sauté en parachute la nuit à 22 ans pour protéger la Saris, la nuit. Vous savez, à un moment donné, il faut quand même avoir un regard d'homme à homme. À l'époque, Suko. D'homme à homme. Suko, à l'époque. C'est un homme qui a aujourd'hui beaucoup d'orades sur le plan international. C'est un homme qui a vu Opango revenir de Rome lorsque Yulu est encerclé au palais. C'est lui qui ouvre le portail au vice-président Opango et qui assiste à la manière dont Yulu remet sa décision. Pas aux syndicalistes, mais à l'armée. C'est lui qui emmène Opango et les siens en prison. Et en chemin, il leur dit: je vous emmène en prison, mais n'ayez pas peur pour votre vie. Voilà la place du président Denis Sassou Nguesso dans la vie politique nationale. Mais c'est un homme qui ne parle jamais. Voilà, il ne parle jamais. Donc, il est clair que face à un homme comme celui-là, je comprends que d'aucuns se disent: mais s'il est encore candidat, eh bien, on sera battu. Ça veut dire qu'on veut le pouvoir pour le pouvoir. On ne veut pas le pouvoir parce qu'on se dit: nous avons un projet, j'ai une vision, etc. Et ensuite, je reviens pour terminer, le président Sassou Nguesso n'est plus dans une posture de conquérant du pouvoir. Pourtant, il est dans une position aujourd'hui de legs, de construction d'un legs historique. Mais, monsieur le ministre, c'est également ces occasions lorsqu'on vous invite pour vous exprimer en tant que membre du gouvernement, en tant que membre du PCT, d'expliquer également, de dire également à cette population ou à la communauté internationale qu'on peut changer la Constitution, mais que monsieur Sassou Nguesso peut également décider de ne plus se présenter. On peut la changer ou ne pas la changer. C'est au peuple souverain de décider. Vous comprenez? Et ensuite, la communauté internationale. Mais avant la communauté internationale, il faut parler de la communauté nationale. Quelles sont les attentes de la communauté nationale? Je pense que vous êtes tous des enfants qui vont à l'école. Je parie que parmi vous, il y a vos enfants, vos fils ou vos filles qui vous ont déjà dit: papa, maman, mais il paraît qu'il y aurait la guerre dans le pays. Vrai ou faux? Oui, depuis ces derniers temps, elle a piscose comme oui. ça. Alors, est-ce que c'est normal, ça? Lorsqu'on est un homme responsable, non. Donc, il faut dédramatiser, dépassionner ce débat, détendre l'atmosphère et dire: en homme responsable, intelligent, eh bien, nous devons débattre pour l'intérêt justement de ces enfants. Alors, monsieur le ministre, comment gérez-vous cette question du changement de la Constitution au sein de la majorité présidentielle, dès lors que nous savons, le 20 janvier 2015, bon nombre des partis de la majorité, associations et individualités ont signé une déclaration optant pour le changement de la Constitution. Mais on constate toujours au sein de la même famille, il y a certains partis qui réfléchissent encore, le MAR, le RC, la DRD, et qui n'ont pas encore donné leur position, et d'autres par contre disent clairement non au changement de la Constitution. Comme Charles Zakari Bouaou, qui a écrit... Qui est un membre du PCT qui pense autrement. Mais il est minoritaire dans le PCT. Charles Zakari Bouaou est minoritaire dans le PCT. Mais sur une bonne voie. Mais non, dans son sein. Pas du tout. Le PCT n'est pas du tout divisé. Mais d'autres partis de la majorité qui pensent... Les autres partis de la majorité qui pensent qu'ils ne doivent pas... Ils sont contre le changement, mais il faut aller les rencontrer. Ou faites-nous rencontrer. Qu'ils disent au peuple qu'est-ce qu'ils ont comme projet par la suite. Est-ce que ça ne pourrait pas être interprété comme l'expression simplement de la démocratie, le fait qu'on ait des voix divergentes au sein de la même proposition? L'expression de la démocratie, oui. Voix divergente, oui. Mais pourquoi il y a voix divergente? Quel est le projet? Quelle est la vision? Est-ce que, comme certains pensent, qu'il ne faut pas changer la Constitution parce que le président Sassou doit partir? Mais ce n'est pas ça le projet politique. Si c'est ça le projet politique, on se retrouve comme au lendemain de la conférence nationale où on a eu à la tête du pays des personnes, en réalité, qui à un moment donné étaient dépourvues de toute ligne directrice pour conduire leur politique. Donc il faut sortir de cette espèce d'aventurisme, on va dire. La politique, c'est une affaire sérieuse
que l'on fait au profit des populations, et non parce que, eh bien, il faut le dire aussi, et non parce que certains considèrent que y être, c'est avoir, on va dire, quelques avantages économiques, financiers, sociaux, avoir une espèce de visibilité sociale, et ne plus y être, ça veut dire, bon, ça y est, je n'aurai plus de quoi. C'est la politique du ventre. Monsieur le ministre, moi je vais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure parce que c'était très important. Cette jeunesse qu'on intoxique, cette jeunesse qu'on manipule pour un t-shirt, peut-être une bière et tout. Oui. Mais alors, aujourd'hui, quel message vraiment passez-vous à cette jeunesse et surtout lorsqu'on sait que la majorité de ces hommes politiques, leurs épouses ou leurs épouses ou leurs maîtresses ou leurs enfants se trouvent ailleurs. Et c'est généralement d'autres enfants qu'on manipule ici. Bon, à cette jeunesse, je dois saluer la grande volonté, le grand volontarisme que fait montre le ministre Colline Makosso. Je crois que c'est la première fois dans notre pays que nous avons un échange en direct d'une pléiade de 5, 6, 7 ministres, 5 membres du gouvernement, face à des jeunes, oui. Pas des jeunes, voilà. Ça s'est fait à 2 reprises déjà. C'est historique, ça. C'est historique. Donc, nous devons multiplier, justement, ces rencontres. Et à ces jeunes aussi, je les conseille, il faut qu'ils fassent preuve également d'imagination en se regroupant. En se regroupant, en se retrouvant, les médias existent. Je ne pense pas que si vous recevez sur vos plateaux des jeunes organisés qui viennent exprimer leurs attentes, leurs inquiétudes, etc., vous les refouleriez. Je ne pense pas. Au niveau du gouvernement, eh bien, nous devons à nouveau, comment dirais-je, en faire encore un peu plus dans cette espèce d'échange interactif avec les jeunes. Et, pour terminer, ils doivent savoir que j'ai vécu 93, j'ai vécu 97, la guerre de 97, à titre personnel. J'ai vécu 98. J'ai vu des jeunes perdre leur vie. Vous comprenez? J'ai travaillé sur la reconstruction des ponts, dans le pont de Bodissa, Loutete, Kingoï, avant qu'on ait signé les accords de cessez-le-feu et de cessation d'hostilité avec le révérend pasteur Ntoumi, le ministre Binsamou. J'ai vu au pont de Bodissa des anciens cocoys travailler sur ces ponts, sur insistance du président, qui avait demandé à ce que les experts de la SNCF puissent utiliser in situ les jeunes qui avaient fait la guerre. J'ai vu ces jeunes me dire, mais grand frère, Bazonza Kanabetou, enfin pardonnez-moi, bon, enfin, on nous avait dit de détruire les ponts, Brazzaville sera asphyxié et le président Sassou devait tomber. On a détruit les ponts, Brazzaville n'a pas été asphyxié, un pont aérien est organisé et nous, ça fait 1 année et demie que le train ne passe pas. Donc, plus de médicaments, les femmes... On est nous-mêmes pénalisés en tant que population. Les femmes ont eu des problèmes, beaucoup de femmes se sont décédées. Donc il faut de la conscientisation. Donc il faut par devoir, à titre personnel, par devoir, je ne pourrai jamais me taire. Parce que vous savez, quand vous avez survécu à ces différents conflits, pourquoi vous ne mourrez pas et pourquoi ce sont les autres qui meurent? Eh bien, vous avez cette culpabilité du survivant. Voyez? Et je pense que chaque homme politique de ce pays, de près ou de loin, qui a eu une responsabilité dans les différents conflits que nous avons eus dans ce pays, devrait avoir ce sentiment de culpabilité et ne pas faire la surenchère pour entraîner à nouveau le pays dans les travers. Voilà, monsieur le ministre, je reviens sur la question. Pourquoi est-ce que le PCT n'a pas rencontré au préalable ses alliés avant de s'engager à la question sur le changement de la Constitution? Dans le PCT, la direction politique du Parti congolais du travail, qui a un esprit de consensus, de respect des partenariats, a fait ce travail de manière souterraine. Ce n'est pas un travail qui est médiatique. Mais je pense qu'aussi, certaines composantes de la majorité continuent des discussions avec la direction politique du parti. Vous savez, nous sommes en politique, des positions peuvent aujourd'hui être prises et puis le lendemain changer. L'essentiel, c'est d'éviter que nous allions vers l'objectif, c'est de convaincre le maximum des Congolais d'adhérer à la vision du PCT, du changement de la Constitution. L'objectif de tout parti politique, ceux d'opposition, je l'espère, de manière démocratique, exprimeront leurs arguments, développeront leur point de vue pour convaincre les populations. En tous les cas, le PCT le fera. Monsieur le ministre, tout à l'heure, dans vos propos, vous avez dit que le président Denis Sassou Nguesso n'était plus dans une position concurrente. Merci de nous faire cet aveu, mais
les soupçons de velléité de se maintenir au pouvoir du président Sassou n'ont pas encore quitté les esprits des populations, d'où toute cette agitation. La question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que, puisqu'il se trouve dans ce cas de figure, où il n'est plus dans une position concurrente, un scénario à la Poutine ne réglerait pas la question du changement ou non de la Constitution, puisque lui-même, il n'en veut pas. Mais comme on lui prête des intentions de vouloir rester là, et c'est ça qui emmène l'agitation et qui pourrait peut-être embraser le pays. Jusqu'ici, on ne connaît pas aussi un dauphin. Peut-être que s'il l'avait montré, on aurait su effectivement qu'il n'est pas dans une position concurrente. C'était l'occasion également que le ministre puisqu'il ne le dit pas. Si le président de la République, le président n'a pas de dauphin déclaré, et même supputé. Et quand je dis que le président aujourd'hui, effectivement, par rapport à toute l'agitation du microcosme politique, vous dites bien qu'il y a des partis qui naissent du jour au lendemain. Nous sommes, je crois, un pays où il y a près de 300, il y a près de 300 partis dans un pays qui a... Le dernier né, c'est le R16, donc Objectif 2016, une plateforme politique. Très bien. Bon, c'est la démocratie. Mais ça aussi, vous voyez, dans la réflexion du Parti congolais du travail sur, justement, le futur de notre pays pour aller vers une nouvelle république, eh bien, on pense qu'il faut maintenant aussi réfléchir comment faire émerger dans le pays des partis, on va dire, réellement politiques, à dimension réellement nationale. Il ne s'agit pas qu'Alain Kouala se retrouve avec ses parents, entre guillemets, ou ses petits à Poto-Poto à Gamboma, met en place un parti. Parce qu'on a aussi l'impression qu'à ce niveau-là, la loi n'est pas appliquée. Hein? La loi n'est pas encore appliquée. Justement, ça fait partie des choses qu'il faut. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure par rapport au président Sassou, qui n'est plus dans une posture d'un homme qui se bat pour accéder au pouvoir, pour garder le pouvoir, pour le pouvoir. C'est un homme qui a fait ses preuves. Voilà. Et c'est le peuple qui décidera. Voilà. Jusqu'ici, il ne s'est pas prononcé. Si parce que jusqu'ici, il ne s'est pas déclaré, parce qu'il est au-dessus de la mêlée. Maintenant, si le peuple décide qu'il se maintienne, mais je crois l'avoir déjà dit à notre ami ici, que décider d'être chef d'État, président de la République, c'est une décision personnelle. Voilà, c'est une décision personnelle parce que vous devez sentir un appel de l'histoire. Vous devez sentir une espèce de quelque chose d'insondable en vous qui vous pousse à aller face à votre pays, face à votre peuple. Donc, qu'on le décide ou qu'on ne le décide pas, ça sera une décision personnelle. Mais le côtoyant quand même depuis plus d'une décennie, je me rends compte que c'est un homme qui, dans ses actes qu'il pose, ce n'est plus un homme qui est là dans la politique politicienne. Voilà. Il est au-dessus de tout cela. Et d'ailleurs, on peut déplorer, hélas, que dans le pays, il n'y ait pas, on va dire, de personnes de cette texture, de cette étoffe. Monsieur le ministre, d'entrée de jeu, nous avons posé cette problématique. Aujourd'hui, quelle est l'alternative? Comment trancher pour cette problématique, trancher les points divergents, les oui et les non? Est-ce qu'il faut un dialogue, comme en proposent certains, un référendum, ou simplement faire surseoir tout cela, comme propose l'opposition? Non, on ne peut pas. Ça, c'est la position de l'opposition, mais si on fait surseoir, je pense qu'on va quand même aller dans une espèce d'impasse politique ou dans un mur politique, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte. Ça veut dire que si on abandonne ce sujet... on se rend compte aisément qu'on ne peut plus, pour notre avenir, avoir une constitution où le président préside, Premier ministre, chef d'État. Ce n'est pas possible. Vous savez, pour vous prendre une image, dans l'armée, vous avez ce qu'on appelle un caporal-chef. Le caporal-chef, c'est un homme qui est sur le dos de la troupe tous les jours. Et je pense que, et dans tous les pays qui ont connu une progression, on va dire, économique et sociale, une progression dans son développement, eh bien, il y a justement un homme qui est là sur le dos, pas seulement des ministres, mais tout le corps administratif, de toute l'architecture de décision, de la décision publique. Donc, il faut cela pour notre pays, pour que, dans un monde de compétition économique, industrielle, dans un monde où les attentes des populations sont de plus en plus impatientes et grandissantes, dans un monde où vous avez une jeunesse qui est ouverte, on va dire à travers les réseaux sociaux, à tout ce qui se passe dans le monde, eh bien, on ne peut plus avoir une gouvernance de notre pays comme on l'a eu, on va dire, au sortir de la guerre de 97, où nous avions quand même une espèce de crainte. Est-ce que notre pays n'allait pas être divisé? Souvenez-vous quand même que pendant la guerre de 97, c'est un petit rappel historique, on a décidé à un moment donné, dans les idées des partisans du président Lissouba, on devait transférer la capitale Brazzaville à Pointe-Noire. Est-ce que vous avez oublié cela? Est-ce qu'on a oublié cela? Donc on était déjà
dans notre esprit, dans la partition du pays. Mais alors, une partition qui a été précédée, une partition qui a été précédée. Quelle est la solution? Est-ce qu'il faut aller à un dialogue, référendum ou... La solution, c'est que chaque force politique de ce pays, chaque force vive de ce pays doit expliquer aux populations, au peuple souverain, dont la souveraineté ne peut pas être rattachée à une quelconque constitution. C'est lui, la matrice, justement, de toutes les constitutions. Donc, c'est expliquer au peuple. Nous sommes contre le changement de la Constitution pour telle raison. Comme je le fais ce soir, nous sommes pour le changement pour telle raison, mais dans un esprit de consensus. Il faut quand même civiliser la vie politique nationale. Mais alors, monsieur le ministre, alors, monsieur le ministre, si chacun reste sur sa position, opposition sur sa position, majorité parlementaire sur sa position, mais le président de la République, en tant que magistrat suprême, peut alors décider de ne plus se présenter ou de ne pas changer la Constitution. Alors, dans ce cas, le PCT l'acceptera-t-il? Je ne fais pas la politique fiction. Oui. Oui, non, je fais pas la politique fiction. Je reste, on va dire, les pieds sur terre, parce que c'est très sérieux. Parce qu'il est l'homme de la paix. Il faut peut-être rappeler, Nathalie, que le président avait déjà donné son point de vue. Il avait dit, le 31 décembre dernier, si le débat prend de l'ampleur comme nous le voyons aujourd'hui, il va faire recours au peuple. On fera recours au peuple. C'est légitime. C'est légitime. Et c'est la voie à suivre, selon vous? C'est la voie à suivre. Mais avant d'arriver justement à cette extrémité, parce que la politique, c'est le combat des idées. Moi, je suis impatient, ne fût-ce que sur le plan, on va dire, de mon enrichissement personnel. Je veux comprendre quels sont les ressorts qui poussent justement un certain nombre de compatriotes à dire il ne faut pas changer la Constitution. Et de l'autre côté, ils ont quand même un parti qui est quand même le plus ancien, qui est quand même majoritaire dans le pays. Vous parlez de l'UPADES? Non, je parle du Parti communiste du travail, qui pense qu'il faut la changer. Alors, que font-ils? Vous parlez de l'UPADES, mais l'UPADES a quand même dirigé ce pays. Et on aurait attendu une position un peu plus intelligente, responsable. Parce qu'on connaît la responsabilité de ce parti. Je parlais tout à l'heure de la culpabilité des survivants. Vous comprenez? Donc, on aurait attendu une autre attitude parce que c'est un parti qui a déjà été au pouvoir. C'est un parti qui a gouverné et qui doit, je crois, faire sa propre introspection. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi l'UPADES a eu la guerre de Bas-Congo? C'est eux qui étaient au gouvernement. C'est eux qui étaient au pouvoir. Pourquoi il y a eu la guerre de 97? C'est comme nous aujourd'hui. Le Parti communiste du travail qui est au pouvoir, qui a également été un acteur de ces conflits. Et quand vous êtes à la tête d'un pays, vous devez être capable quand même d'anticiper. Et l'anticipation s'appuie, se fonde sur un certain nombre d'éléments. Donc si on comprend bien votre démarche, c'est qu'il faut commencer par un dialogue. Il faut débattre. Une conférence nationale bis, c'est ça? Ne fût-ce qu'au niveau médiatique. Qu'ils viennent sur les médias. Que vous leur demandiez. Bien, vous êtes contre, très bien. Pourquoi? Bon, il faut respecter. C'est trop simple. Alors, monsieur le ministre, l'opposition a demandé les États généraux de la nation, vous avez refusé, et aujourd'hui, vous demandez un dialogue national. Non, les États généraux de l'opposition, réclamés par l'opposition... On peut dire que Mathias Nzan avait raison de le réclamer. Il y avait une inspiration un peu, vous savez, les termes de référence n'étaient pas très bien éclairés, n'étaient pas très bien précis. États généraux de l'opposition, quels sont les termes de référence? Parce que pour Mathias Nzan, comment est-ce que fonctionne le pays? Pour Mathias Nzan, le pays est totalement en crise, rien ne marche, pauvreté galopante. Il faut donc faire surseoir, mettre tout à terre pour revoir comment remettre le pays en marche, relancer l'économie et tout. Dans le même sens, monsieur le ministre, je dois compléter. Nous connaissons les responsabilités que cet aîné a eues dans le pays. Je pense qu'il faut faire preuve d'un peu plus d'imagination sur le plan politique. On ne va pas refaire ce qui s'est passé en 92, où on a perdu 3 mois et on a fait du président Sassou le mal absolu du pays à ce moment-là. Et on a assisté après à une résurgence des partis à consonance ethnique, avec certains qui exploitaient le syncrétisme religieux. On a vu dans ce pays des acteurs politiques dire qu'ils parlent avec Dieu et ainsi de suite. Non, on ne va pas retomber là-dessus. Pas retomber là-dedans, pardon, excusez-moi. Je pense que nous pouvons déjà, au niveau de l'élite politique, nous avons des médias qui existent. On peut, vous savez, comment ça se passe aux États-Unis
en France, etc., dans les pays justement dits démocratiques. Mais c'est la diversité des pensées qui s'exprime sur les médias. Vous avez de part et d'autre des acteurs politiques de différentes tendances qui prennent d'assaut les plateaux. Et à partir de là, l'opinion se fonde quand même son esprit. Pourquoi voulez-vous qu'on fasse à nouveau les États généraux, une espèce de conférence nationale bis, on va surtout avec des per diem, etc. Non, on a déjà fait cela. À l'époque, il y avait que Télé Congo. Mais aujourd'hui, il y a 4, 5, 6 chaînes. Donc on peut, comme ça, au niveau des médias, décider qu'il y ait des espaces de débat. Est-ce que ça ne serait Première pas étape. la démocratie du plus fort? Puisque que ce soit États généraux, que ce soit débat comme vous voulez, ce sont des formes de dialogue. Ils en appellent au dialogue. Donc, sur le principe, vous allez dans le même sens. Opposition comme le pouvoir. Mais voilà pourquoi n'accepteriez-vous pas leur proposition et que ce soit la vôtre qui soit appliquée? En toute chose, il y a toujours des points de convergence. Moi, à titre personnel, je dis si États généraux tels que c'était présenté, s'asseoir et perdre au pays 4, 5, 6 mois, mais bien sûr, c'est une perte de temps, on n'a pas le temps là. C'est fini cette époque. Si c'est pour... Parce que les élections, c'est en 2016. Hein. Et pour qu'on ait encore des per diem à distribuer, ainsi de suite, non, ça, on a déjà fait. Je n'ai pas participé à cela. Si mais on a quand même vu pour le bien de la nation. On a vu le bien, on a vu les limites. Maintenant, il faut progresser. On ne va pas refaire ce qui s'est passé. Il faut toujours évoluer, faire preuve d'une plus grande imagination. Parfois, il faut reculer. Votre fils aujourd'hui, non ? Votre fils, ah non, reculer, ça c'est une expression, on va dire, de ce qu'on peut considérer comme étant des défaitistes. Les États-Unis ne vous disent jamais reculons pour mieux sauter. On va toujours de l'avant. Vous voyez, ça c'est totalement, on va dire, culturellement de chez nous. On pense toujours qu'on a une seconde chance. On a toujours l'impression que le temps est circulaire, qu'on a toujours le temps pour tout faire. Et pendant ce temps, les autres pays avancent, si bien qu'il y a un président qui s'est permis de dire l'Afrique n'est jamais rentrée dans l'histoire. Voilà. Grosse bêtise également. Donc je pense qu'il faut d'abord arriver à avoir des échanges au niveau des états-majors politiques, en toute responsabilité. Eh bien, éclairer en cela de manière transparente par les médias. Et après, le peuple se forge son idée. Lorsqu'il y a eu Je suis Charlie en France, on n'a pas eu les États généraux. Ce sont les médias qui ont permis justement à la France d'exprimer ce que ce pays ressentait au plus profond de son être. C'est au niveau des médias. Après, il y a eu cette grande marche. Donc, arrêtons quand même de vouloir toujours faire les choses avec des arrière-pensées qui ne soient pas positives. J'ai une autre question, monsieur le ministre, s'il vous plaît. On touche à la fin. Oui, une dernière question. Pourquoi le parti au pouvoir, le PCT, vous, qui êtes aux affaires, ne laisseriez-vous pas, puisqu'il y a un malaise dans ce débat qui risque d'emmener le pays, alors que la sensibilisation n'est même pas bien faite, les gens ne comprennent même pas le sens de ce débat, parce que la culture démocratique n'étant pas encore implantée, bien installée, pourquoi ne respecterions-nous pas l'actuelle constitution? Tout simplement, ça finit, dépose, le pays en paix, et après, ceux qui comprendront plus tard, s'ils veulent changer, et comme je l'ai dit tout à l'heure, monsieur le ministre, c'est une constitution, on est resté dans cette constitution, et le pays était en paix. Oui, mais le pays est en paix, mais il faut développer le pays. Il faut aller vers plus de performance. Et on ne peut pas la laisser en état parce que démocratiquement, il y a quand même une partie du pays, une grande partie du pays qui s'est exprimée pour aller vers le changement de cette constitution. Donc il faut quand même mettre ça sur la table. Ne disons pas que de manière, on va dire, autoritaire, c'est ce qu'il faut faire. Il faut quand même tenir compte de cela. Une toute dernière question. Le ministre, on va boucler l'émission avec votre réponse. Dernièrement, le président a reçu les sages de Kwilu qui sont venus lui dire de changer la conscience, qui a épousé la position du PCT. Pourquoi les sages dans cette histoire? Ben, je vais vous dire une chose. Dans la réflexion qui est en permanente évolution au niveau du Parti congolais du travail, nous pensons que dans le prochain Sénat, il faut qu'il y ait une partie évidemment des sénateurs élus normalement, et puis une autre partie des sénateurs qui pourraient devenir des sénateurs à vie. Par exemple, ceux qui sont détenteurs de nos traditions. Qui ne savent pas les réécrire parfois pour la plupart. Détenteurs de notre cosmogonie. C'est par exemple avoir le Maluango, qui pourrait être sénateur à vie, avoir Laura Makoko, sénateur à vie, avoir Laura Nbaya, sénateur à vie, comme cela s'est fait ailleurs. La Côte d'Ivoire a mis en place ce qu'on appelle une chambre des sages, qui rassemble tous les chefs notables, tous les rois, toutes les notabilités de ce pays. Une façon de partager le pouvoir. Parce que, non, ce n'est pas une façon de partager le pouvoir, c'est une façon de tenir compte de nos traditions qui n'ont jamais été écrites. La démocratie vient d'Athènes. Comprenez? Valeur universelle. Voilà, Grèce antique. Mais pourquoi voulez-vous que la Grèce antique soit au-dessus des valeurs africaines, des valeurs de nos pays, valeurs de Maluango, valeurs Téké, etc. Pourquoi? Donc, l'imagination, justement,
l'imagination africaine devrait tenir compte de cela. Vous voyez? Donc, c'est vous dire que quand les sages vont rencontrer le président, ce n'est pas des sages corrompus. La plupart de ces personnes... Ils sont toujours du côté du PCT, monsieur le ministre? Les sages sont toujours du côté de ce qui est juste. Voilà, merci. Prends fin ce plateau spécial. Merci, monsieur le ministre. Merci, cher confrère. C'est moi qui vous remercie. On va se retrouver certainement une prochaine fois pour débattre d'autres problèmes. Merci beaucoup.